Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue ce matin dans le webinaire Sextant sur le harcèlement moral. On a 1 heure pour décortiquer ce sujet quand même bien complexe et surtout pour vous donner des clés pour pouvoir agir en cas de harcèlement moral en tant que représentant du personnel. Nous sommes ce matin avec Maude Jouve-Guérin et normalement Lucie Raymond qui va nous rejoindre, 2 consultantes de chez Sextant Expertise dans l'équipe qui viennent de l'équipe SSCT. Avant qu'elles se présentent toutes les deux, vraiment Lucie va nous retrouver dans quelques minutes, aucun doute là-dessus. Juste vous dire comment l'heure se déroule. Déjà nous dire dans le chat si vous nous entendez bien et si vous voyez bien la présentation. Je pense que ça devrait être OK, mais s'il y a un problème, vous nous le dites dans le chat. On essaiera d'y remédier. Et vous dire, merci Karine, merci de nous dire que, l'heure se déroule comme ça. On va se donner entre 30 et 40 minutes pour dérouler la présentation de Maude et de Lucie et qu'on se retrouve à la fin du webinaire. On se donne 20 minutes à la fin pour répondre à un maximum de questions que vous aurez posées dans le chat. C'est moi qui opérerai le relais vers mes collègues. Peut-être qu'elles en trouveront aussi dans le chat, mais c'est comme ça qu'on procède. Maude, je te laisse embrayer. Bon webinaire à tous. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Et Lucie vient donc de nous rejoindre. Et on va pouvoir... on ne t'entend pas, Lucie, encore. Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon, super. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence et votre intérêt pour ce webinaire sur le harcèlement moral. On va commencer peut-être par se présenter mutuellement. Je me permets de te laisser la parole, Lucie, et puis je vais embrayer sur ma présentation. Ok, ça marche. Donc, moi, je suis Lucie Raymond, je suis ergonome de formation. Et du coup, je fais partie du cabinet Sextant depuis à peu près 3 ans. Voilà, et précédemment, j'étais également dans un autre cabinet pour faire du conseil au CHSCT sur tout ce qui est sujet, conditions de travail. Voilà. Et pour ma part, donc, je suis Maude Jouve-Guérin, je suis psychologue du travail et des organisations de formation, consultante santé et conditions de travail dans la même équipe que Lucie, et nous appartenons toutes les deux donc, à la société Sextant Expertise, qui est un cabinet spécialisé dans le conseil auprès des élus. On est une équipe variée et complémentaire avec notamment 35 spécialistes sociaux spécialisés donc dans les sujets rémunération, emploi, formation et gestion des emplois et parcours professionnels, et en même temps habilité CSE, CSSCT pour concernant des sujets de risques graves, projets importants, introduction de nouvelles technologies, mais également tous les sujets liés à la santé et les conditions de travail, tels que les déménagements, la mise en place de nouvelles organisations du travail, et puis les sujets tels que le harcèlement, sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Lucie, je te laisse prendre la main sur la présentation. Oui, donc pour commencer, on va vous présenter qu'est-ce que le harcèlement moral, de quoi on parle. On passera rapidement sur les obligations de l'employeur à la suite de ça. Et on terminera sur vos moyens d'agir en tant qu'élu ou délégué syndical, voilà, pour faire bouger les choses, pour améliorer les situations, etc. Donc, tout d'abord, le harcèlement moral, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est apparu en 1993 dans les pays scandinaves. Puis, c'est apparu un petit peu plus tard en France, notamment grâce au premier livre de Marie-France Irigoyen, donc en 1998, et la première proposition de loi en décembre 1999. Ce qu'il faut savoir, c'est que les agissements de harcèlement moral n'ont pas été précisés dans la loi. C'est vraiment étudié au cas par cas par les juges en fonction des preuves qui sont amenées, etc., et des situations remontées. Tout ça pour ne pas restreindre en fait les comportements qui pourraient être jugés comme étant du harcèlement moral. Et les impacts, on va y revenir par la suite, mais les impacts que ces agissements vont avoir sur les personnes vont être différents en fonction de la victime concernée. Donc, ce qui a été précisé au niveau de la littérature, c'est que le harcèlement moral au travail, c'est toute conduite abusive, donc ça peut être un geste, une parole, un comportement, qui va porter atteinte par sa répétition ou sa systématisation
à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'un salarié, qui mettrait en péril son emploi ou dégraderait le climat de travail. Donc, ce qui a été précisé au niveau du Code du travail, c'est que ce sont des agissements qui sont répétés, il y a vraiment cette notion de répétition à chaque fois, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ou qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Et donc, au niveau du code pénal, il y a également des choses qui ont été précisées. Globalement, c'est à peu près la même définition, altération de la santé physique ou mentale, qui pourrait mener à une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, mais ça peut également justifié dans le cas où ça n'entraîne aucune incapacité de travail. Et donc, après, les peines encourues peuvent être alourdies dans plusieurs cas. S'il y a une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, si ces actes sont commis sur un mineur ou sur une personne qui est jugée vulnérable, notamment une personne qui est en situation de handicap, si c'est commis via du cyberharcèlement, ou lorsqu'un mineur était présent et a assisté au fait de harcèlement moral. Donc, tout salarié qui aurait procédé à ces agissements, il est passible évidemment d'une sanction disciplinaire, et l'employeur, comme pour les faits de harcèlement sexuel, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces situations. Alors, au niveau du tribunal, sur qui repose la preuve? Alors, en partie sur le salarié qui va remonter ces faits, donc qui devra apporter des preuves matérielles, ça pourrait être des mails, des courriers, etc. Mais également sur l'employeur qui va devoir prouver éventuellement qu'il n'y a pas harcèlement moral. Alors, en droit pénal, il y a quelque chose en plus, c'est que l'intention de l'auteur doit être également démontrée pour qu'il y ait harcèlement moral caractérisé. Donc, au niveau de l'employeur, ses obligations, c'est notamment de prendre toutes les mesures, donc mettre en place tous les moyens renforcés en termes de santé et sécurité de travail. Lorsqu'il est mis au courant d'une situation de harcèlement moral et qu'il ne met pas en place ces mesures, il est considéré comme étant en faute. Donc, il engage sa responsabilité civile et pénale, même si le harcèlement n'est pas établi puisqu'il n'aura pas mis en place les moyens nécessaires. Cependant, les sanctions pour l'employeur, elles ne sont pas aussi claires que les sanctions pour le harceleur avéré. Donc ça va être laissé à l'appréciation des juges. Par exemple, la Cour d'appel de Montpellier, en juin 2021, a sanctionné un employeur puisqu'il a estimé qu'il manquait à son obligation de sécurité, parce qu'il avait été informé par une salariée d'une situation de harcèlement de par l'action d'une autre salariée et qu'il n'a mené aucune enquête interne afin de déterminer si les faits étaient avérés ou non. Donc, il n'a pas rempli son obligation et il a été condamné à verser 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement et du manquement à l'obligation de sécurité. Donc, le harcèlement moral, donc, en quoi ça consiste? On a déjà, d'une part, des agissements hostiles. Donc, ça peut être isolement et refus de communication envers un salarié. Ça peut également être des atteintes à ses conditions de travail, notamment lui fixer des objectifs qui sont inatteignables, ou des attaques personnelles, type humiliation, calomnie, encore des intimidations, donc des menaces de représailles, dégradation de biens, etc. Après, il y a également un autre point important, c'est la notion de fréquence. Ça veut dire qu'il y a vraiment une notion de répétition dans le temps. Et sur le long terme, même s'il n'y a pas d'échelle de fréquence ni de durée qui est définie par la loi. Et enfin, il y a un rapport de force inégal qui s'installe dans la durée entre le harceleur et le harcelé. Donc une influence psychique, la personne qui est victime qui peut percevoir son agresseur comme étant tout puissant, etc. Donc tout ça va avoir des effets à différents niveaux. Tout d'abord sur les salariés, évidemment sur leur santé, comme on le disait précédemment. Donc dans un premier temps, ça peut mener à un sentiment d'épuisement ou de fatigue chronique, à une baisse de l'estime de soi qui pourrait évoluer vers
tout ça vers une dépression. À moyen terme, les salariés peuvent revivre ces situations traumatisantes, humiliantes. Ils peuvent exprimer des angoisses, des terreurs nocturnes, insomnie, cauchemars, peuvent également avoir des troubles de la mémoire, etc. Et à plus long terme, on pourrait voir des dépressions graves, de la paranoïa, des conduites addictives et également des tendances suicidaires qui pourraient aller jusqu'au passage à l'acte. Tout ça, ça a également des impacts au-delà du niveau individuel sur le travail, donc du désinvestissement, également du surinvestissement, de l'isolement social, des erreurs de la part des salariés et également des mobilités au sein de l'entreprise. Et enfin, au niveau plus global sur l'entreprise, donc une dégradation des conditions de travail, une ambiance sociale délétère, de l'absentéisme, une baisse de la qualité et aussi, et un point qui n'est pas négligeable, c'est un impact sur l'image de marque de l'entreprise, donc notamment qui pourrait rendre plus difficile les recrutements. Donc, dans ce cadre-là du harcèlement, l'employeur a plusieurs obligations. Notamment, il doit informer donc les salariés, donc en mentionnant dans le règlement intérieur le code du travail sur les sujets dans les entreprises de plus de 50 salariés ou plus, mais également former les membres du CSE dans le cadre de la prévention des risques professionnels et informer les salariés et prendre les mesures pour prévenir le harcèlement moral. Il y a également une deuxième obligation qui est d'agir, notamment en évaluant le risque de violence dans le DURP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, et également de diligenter une enquête dans le cas où il a connaissance de faits de présomption de harcèlement, ce qu'on disait tout à l'heure, pour clarifier les faits. Donc, au niveau de vos moyens d'action, des moyens d'action des élus et des syndicats pour agir, donc déjà s'informer et se former sur ces thématiques-là, réaliser des inspections sur le terrain ou également des questionnaires afin de voir un petit peu quelles sont les situations qui sont présentes dans l'entreprise, qu'est-ce qui vous est remonté, etc. Communiquer et alerter auprès des salariés. Utiliser les consultations, ce qui pourrait être le cas par exemple en cas de risque grave, mais également mettre en place un droit d'alerte si c'est nécessaire. Faire appel à un expert, mener des enquêtes, entre autres paritaires avec la direction, et éventuellement étendre les missions du référent harcèlement sexuel, agissement sexiste. Maud, je te laisse prendre le relais. Je vais prendre le relais. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Maud. On t'entend. On t'entend, Maud. Hein. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Ok, pardon. C'était toi, Lucie, que j'entendais plus, du coup, je me suis posé la question, désolée. Donc, je prends le relais à partir de maintenant. Donc, concernant en effet vos outils, ils sont multiples, comme les citait Lucie. Dans un premier temps, les bonnes pratiques. Donc, il ne s'agit nullement d'obligation légale. Néanmoins, il s'agit de bonnes pratiques, notamment donc, sur l'élaboration de la procédure interne de traitement des faits, donc qui est issue de l'accord national interprofessionnel de 2010. Vous pouvez aussi, dans un premier temps, sur le volet information et information des salariés, vérifier que l'affichage interne est bien réalisé au sein de vos locaux. Vous pouvez aussi informer les salariés sur les actions possibles en cas de suspicion de harcèlement, organiser des réunions où vous présentez vos missions en tant qu'élu, aborder la santé et les conditions de travail et avoir une partie liée à la gestion et la prévention du harcèlement au sein de votre entreprise. Une bonne pratique, c'est également, évidemment, de former le personnel encadrant et de demander à organiser des formations spécifiques au harcèlement pour les élus, les managers ainsi que la direction. En fait, l'objectif, c'est évidemment que tout le monde soit formé et puisse comprendre quels sont les tenants et les aboutissants du harcèlement et les pratiques de prévention.
Le premier conseil que vous pouvez apporter aux salariés, c'est si vous communiquez sur ce sujet-là, c'est leur dire d'alerter. Alors, alerter qui? C'est bien là la question. Là, on retrouve sur cette page tous les interlocuteurs qui sont à la disposition des salariés. Donc, le management et la direction, évidemment, qui a un rôle en termes d'obligation de santé et de protection de la santé des salariés. Il doit diligenter une enquête, ça de façon obligatoire lorsque des faits lui sont remontés. Vous, en tant que représentante du personnel, pour apporter une écoute, un soutien orienté vers les interlocuteurs qui sont les plus pertinents pour traiter ces situations. Déclenchement éventuellement d'un droit d'alerte, ça on en parlera ensuite. Et puis tout syndicat peut également agir en justice au nom de la victime, toujours avec son accord. Il y a également l'inspection du travail qui peut être mise dans la boucle, notamment en cas de droit d'alerte, dont je vous parlerai ensuite. La médecine du travail qui va avoir un rôle d'écoute, d'alerte auprès de la direction aussi, et qui peut prendre des décisions médicales en termes de restriction d'aptitude ou de relais vers des structures externes, notamment de soutien psychologique. Donc ça, c'est plutôt les acteurs internes, externes quand même aussi avec l'inspection du travail, mais la question qui se pose, c'est pour faire cesser le harcèlement, qui peut être contacté. Donc là, on a le médiateur qui peut être sollicité, le médiateur qui doit être accepté par les deux parties, le conseil des prud'hommes plutôt sur le volet réparation du préjudice, le juge pénal pour poursuivre directement l'auteur du harcèlement, et puis enfin le défenseur des droits si c'est lié à une situation de discrimination. Concernant les canaux que vous pouvez utiliser pour communiquer aux salariés, je vous parlais tout à l'heure des réunions d'information. Vous pouvez aussi, par exemple, pourquoi pas, intégrer un volet prévention dans un livret d'accueil ou utiliser l'intranet de l'entreprise. Parler de la prévention au sens large et puis avoir un léger focus en tout cas sur le harcèlement et puis l'obligation d'agir, d'avoir des agissements liés qui peuvent être considérés comme du harcèlement. Et puis, en ajoutant la procédure, ou en tout cas un lien vers les actions possibles, les orientations possibles si une personne s'estime victime de harcèlement. Il peut y avoir aussi un mail dédié au recueil des signalements pour que les salariés puissent justement remonter les situations qui leur paraissent constituer du harcèlement pour elles-mêmes ou pour d'autres personnes. Donc justement, sur le formulaire de signalement des faits, sur la procédure, nos conseils, c'est d'avoir un récapitulatif que la personne puisse exprimer en fait les types d'agissements qu'elle a constatés, le descriptif des situations, là où les personnes concernées, ce qui a déjà pu être fait éventuellement pour faire cesser la situation, et puis la personne, l'auteur du formulaire. Et puis la deuxième recommandation dont j'ai déjà parlé, c'est la procédure d'orientation des salariés en présentant les différents interlocuteurs internes et externes. Donc finalement, plusieurs types de documents, le formulaire de signalement, la procédure d'orientation et puis la procédure de traitement des situations. Quelles sont les différentes étapes qui vont être réalisées, qui peuvent être réalisées pour traiter une situation de suspicion de harcèlement. Et on parle bien toujours de suspicion de harcèlement. Un autre outil, là, on commence à parler non plus uniquement de la communication, mais plutôt de l'alerte et d'outils réglementaires pour vous en tant qu'élu. Alors, le droit d'alerte, sur ce volet-là, il va y en avoir deux. Le premier, c'est l'atteinte aux droits des personnes. L'atteinte aux droits des personnes, c'est une atteinte à la santé physique, mentale et aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Donc ça peut être lié à des faits de harcèlement moral, mais aussi sexuel, ou toute situation de discrimination. Pour le droit d'alerte, il y a 3 grandes étapes. Un élu va informer officiellement l'employeur de la situation.
Ensuite, l'employeur doit procéder sans délai à une enquête avec l'élu, à minima avec l'élu à l'origine de l'alerte, et prendre toutes les dispositions pour remédier à la situation, sachant que là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a aucune précision ni sur l'enquête ou ses étapes, ni sur le formalisme pour déclencher le droit d'alerte, et encore moins sur le temps pour procéder, le temps maximum pour procéder à cette enquête. Si vous constatez en tant qu'élu qu'il y a une carence de l'employeur ou que vous n'êtes pas d'accord avec les résultats de l'enquête paritaire, dans ce cas-là, un élu, l'élu qui a lancé ce droit d'alerte, peut saisir les prud'hommes pour qu'il y ait une action mise en place. Le deuxième droit d'alerte, qui est, je dirais, une étape un peu supérieure par rapport au précédent, c'est le droit d'alerte pour danger grave et imminent. Ce que l'on peut constater nous, en tant qu'expert, c'est qu'il y a bien souvent une échelle. D'abord, on fait un premier droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes, et puis s'il y a une autre personne qui manifeste cette suspicion de harcèlement, les élus peuvent plutôt partir sur un droit d'alerte pour danger grave et imminent. Donc là, le départ, il est le même. Il y a donc vous constatez vous-même ou vous êtes sollicité par un salarié qu'il y a une situation de danger grave et imminent. Vous le consignez dans le registre spécial de signalement des dangers graves, et une enquête doit être déployée à minima dans les 24 heures, ou en tout cas, il doit y avoir un CSE qui est réuni en urgence à minima maximum, plutôt dans les 24 heures. S'il y a des mesures qui sont mises en place tout de suite pour faire cesser la situation, dans ce cas-là, la procédure s'arrête. Si l'enquête met en avant des divergences d'avis, si vous n'êtes pas d'accord finalement avec les conclusions de l'enquête, dans ce cas-là, il doit y avoir à nouveau une réunion du CSE, et avec justement une information à l'inspection du travail et l'agent du service de prévention pour pouvoir continuer cette mise en place du droit d'alerte, et qu'il puisse y avoir des actions adéquates. Si à ce moment-là, une fois que le CSE s'est réuni, il y a un accord entre l'employeur et la majorité du CSE sur les actions à prendre et à mettre en œuvre, dans ce cas-là, la procédure s'arrête. Par contre, s'il n'y a pas d'accord entre l'employeur et le CSE, dans ce cas-là, à nouveau, saisine de l'inspection du travail par l'employeur, et dans ce cas-là, l'inspecteur du travail décide s'il y a bel et bien toujours un danger grave et imminent ou non. Si l'inspecteur du travail décide que non, qu'il n'y a pas de danger grave et imminent, la procédure s'arrête. Si l'inspecteur estime qu'il y a un danger grave et imminent, dans ce cas-là, il y a une mise en demeure par la directe suite au rapport de l'inspection du travail, et il peut y avoir une procédure en référé judiciaire. Donc, vous voyez, là, on est quand même sur des étapes un petit peu plus lourdes administrativement, et suivies surtout au niveau de l'inspection du travail. Alors, je vois que Odile dit que beaucoup de salariés choisissent de partir parce qu'ils ne connaissent pas les procédures. En effet, c'est pour ça que la communication de votre part est extrêmement importante, et le déclenchement de certaines procédures réglementaires le sont encore plus, pour que les situations cessent, bien que ces droits d'alerte ne soient pas évidents à mettre en œuvre. Concernant l'enquête paritaire, l'objectif, c'est qu'il puisse y avoir une prise de décision appropriée, que l'employeur puisse déterminer si, selon lui, il y a des faits qui peuvent constituer du harcèlement. Pendant l'enquête, il est important que l'employeur prenne quand même les mesures nécessaires pour protéger la victime présumée. Sur les personnes à rencontrer, ça va être évidemment la victime présumée et le harceleur ou la harceleuse présumée, mais aussi toute personne concernée indirectement par la situation, les collègues qui auraient pu assister ou pâtir de la situation. Et concernant les animateurs de cette enquête, ça va être à minima un représentant des élus et un représentant de l'employeur.
Je vous le disais, aucune précision légale sur le temps de l'enquête. Nous, on conseille de la limiter à quelques jours, une semaine à 10 jours, pour que les actions puissent être le plus rapides possible, parce que bien évidemment, en règle générale, avant que ça vous arrive, qu'un salarié vous en informe, il s'est passé déjà quelques mois, probablement parfois même quelques années. Donc il faut aller vite, d'où la nécessité d'avoir cette procédure de gestion précise qui spécifie les conditions de recours, le rôle de chacun, les règles d'application, la méthodologie et les mesures d'accompagnement. Concernant toujours cette enquête paritaire, donc on a différents acteurs. Je vous disais le référent harcèlement idéalement, ou l'élu qui a manifesté, qui a exprimé cette situation de harcèlement, et puis un représentant de l'employeur. La première partie, en général, si vous êtes sollicité, c'est d'écouter et d'échanger sur les faits. Ensuite, d'en parler en instance à l'ordre du jour. Puis, lors de l'enquête, en amont, de préparer une trame, puis d'avoir bien une chronologie des faits lorsque vous interrogez les salariés sur la situation. Ensuite, d'avoir un compte-rendu détaillé et d'apporter vraiment cette objectivité. Ne pas partir uniquement sur la perception le sentiment que, mais bien qu'est-ce qui s'est passé factuellement. Et puis ça va permettre justement de statuer sur la caractérisation des faits et d'identifier comment vont se poursuivre éventuellement les relations de travail, s'il y a des sanctions à appliquer et quelles sont les suites données à l'enquête. Donc sur ces suites données à l'enquête, il y a le sujet de la poursuite des relations de travail. Déjà, pendant l'enquête, la consigne peut être donnée aux personnes impliquées de ne pas entrer en contact. La victime présumée et le salarié mis en cause, s'ils travaillent habituellement ensemble, peuvent être affectés dans un autre service le temps de l'enquête. Il peut également y avoir une mise à pied à titre conservatoire si les faits signalés sont suffisamment graves. Mise à pied à titre conservatoire, évidemment, du harceleur ou de la harceleuse présumée. En parallèle, ce qui nous paraît essentiel, c'est d'avoir un accompagnement de la victime pendant l'enquête, être vigilant aux représailles dont la victime présumée pourrait faire l'objet de la part de collègues solidaires du harceleur, mais également des entretiens réguliers au cours après l'enquête et après la prise de décision. Et puis aussi un accompagnement du harceleur. S'il y a une réorientation dans un nouveau poste, s'assurer que la personne ne met pas à nouveau en place les mêmes comportements, puisque c'est ce que l'on peut constater. Nos recommandations, alors juste une précision, les sanctions possibles, ça va être la suspension provisoire, la mutation, la mise à pied, voire le licenciement. En termes de recommandations, nous, ce que l'on conseille, c'est d'avoir une charte aussi à créer avec la direction, dans laquelle les sanctions seraient précisées et la communiquer aussi aux salariés. Vous avez un référent harcèlement. Ce référent harcèlement, sa première mission, c'est d'être référent à agissement sexuel et agissement sexiste et harcèlement sexuel. Une de nos recommandations, c'est d'élargir avec l'accord de l'employeur les prérogatives de ce référent sur le sujet, sur le volet harcèlement moral. Pour pouvoir étendre ces missions dans le cadre de l'orientation et l'accompagnement des salariés, en termes de prévention, de communication et de constitution de dossiers. Alors sur les moyens, évidemment, il reste limité. Il n'y a aucun moyen spécifique prévu au Code du travail, à part la formation financée par l'employeur et les heures de délégation prévues par le mandat. Il a quand même la possibilité de circuler librement pour avoir accès aux salariés. Et c'est une personne qui a le statut de salarié protégé. Nos conseils, mais bon, c'est toujours avec la validation de l'employeur, c'est d'avoir des moyens de formation supplémentaires sur ce sujet, d'avoir un temps de délégation supplémentaire et éventuellement avoir une cellule spécifique. Alors ça pourrait être
Idéalement, hein, sur le sujet du harcèlement, ça peut être aussi sur une cellule spécifique liée au traitement de situations de risques psychosociaux. Dans les risques psychosociaux, on retrouve les violences au travail et donc dans les violences au travail, on a le harcèlement. Un de vos outils également, c'est la politique sociale, l'utilisation de la politique sociale. Vous pouvez utiliser cette information consultation qui est annuelle et obligatoire pour faire un focus sur le harcèlement moral, pour vérifier l'application du code du travail en matière de formation, d'information, d'analyse des risques professionnels, puisque je le rappelle, les violences au travail doivent obligatoirement être évaluées dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels, et s'assurer que le règlement intérieur précise bien les sanctions en cas d'agissement lié au harcèlement. Vous pouvez aussi analyser dans le cadre, en faisant ce focus, analyser la composition et la mise en place de la procédure de gestion des situations de harcèlement, analyser les données de situation traitées, vous assurer que le contenu de la formation, des formations dispensées, que ces contenus sont suffisants. Focaliser, pourquoi pas aussi si vous avez déjà des enquêtes sur les risques psychosociaux, regardez les questions, les items liés aux relations de travail et éventuellement demander l'ajout de questions sur les situations de violence au travail, et puis passer en revue les rapports de médecine du travail pour voir si c'est un sujet qui est abordé par le médecin du travail. Donc, nos conseils, ça va être d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour au cours du prochain CSE pour pouvoir commencer à travailler dessus et demander les informations nécessaires. Vous, en tant qu'élu, de participer à l'évaluation des risques psychosociaux, dont les violences au travail, et puis proposer, en tant qu'élu, des mesures pour gérer et prévenir les violences au travail. Un autre outil à votre disposition, ça va être le questionnaire à construire avec le CSE et la CSSCT pour objectiver les situations des relations de travail, mais aussi des situations de tension et des comportements pouvant être liés à du harcèlement. En faisant un questionnaire, en fait, ça permet vraiment d'objectiver, de prendre du recul et de pouvoir questionner dans le temps, reproduire dans le temps ces enquêtes, voir s'il y a une évolution de la perception des salariés. En différents aspects peuvent être interrogés, l'ambiance de travail, le soutien, l'entraide, mais aussi la perception de comportements qui pourraient être constitutifs de harcèlement. Donc sur les moyens, concernant les moyens à votre disposition, ça peut être d'utiliser vos outils internes. Peut-être que vous avez des logiciels qui vous permettent de déployer des questionnaires, mais il y a aussi des outils qui sont gratuits, du type Google Forms ou SurveyMonkey, pour questionner les salariés. Vous pouvez aussi faire appel à un expert en mission d'assistance pour vous proposer des trames qui ont déjà été utilisées et éprouvées, gérer le déploiement ainsi que l'analyse et avoir un rapport complet avec une restitution et la proposition d'action. Je vous disais, vous pouvez vous servir aussi de l'existant, des données que vous avez à votre disposition pour évaluer le climat de travail et l'éventuelle existence de tension, voire de violence au travail. Mais vous pouvez aussi aller plus loin et organiser des visites d'inspection pour vous forger une idée plus précise des potentielles tensions et situations de harcèlement. Alors justement, sur ces inspections, elles sont au moins de 4 par an. L'objectif, c'est de pouvoir définir en amont, peut-être annuellement ou au fur et à mesure des événements, où aller et quels sont les sujets sur lesquels vous souhaitez, les sujets que vous souhaitez traiter, les services éventuellement qui sont plus en difficulté que d'autres. C'est un outil, alors c'est au moins 4 par an, autant que de réunions de CSSCT, mais ça peut être aussi une par mois ou plus. C'est facile à mettre en œuvre, la seule chose qui est nécessaire, c'est de pouvoir la préparer.
Un autre outil, ou plutôt un autre allié sur le sujet du harcèlement, c'est vous appuyer sur un expert. Par exemple, lors de la consultation sur la politique sociale qui est financée à 100% par l'employeur, en faisant un focus, par exemple, sur le DERP, en faisant un focus sur document unique, donc d'évaluation des risques professionnels, en faisant un focus sur le harcèlement moral et sexuel, sa gestion, sa prévention, ce qui existe, ce qui est fait ou pas, le respect de la réglementation. Vous pouvez aussi faire une expertise pour risques graves. Là aussi, c'est financé à 100% par l'employeur et vous pouvez solliciter un expert pour réaliser cette expertise en cas de risque grave si vous identifiez qu'il y a un risque identifié, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Demandez aussi, solliciter un expert pour vous former en tant que CSE ou CSSCT. Là, c'est aussi financé à 100% par l'employeur. Et puis, vous pouvez vous faire assister par l'employeur avec le budget du CSE en vue de la préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle qui peut être constituée d'un sujet lié au harcèlement. Et nous en avons fini pour la présentation. Merci Maude, merci Lucie pour cette présentation. Alors, j'ai vu passer quelques questions sur le support qui vous sera envoyé. Oui, on a une petite quinzaine de questions. Julie, tu as peut-être noté des questions à nous faire passer plus particulièrement. Eh bien, écoute, je te propose qu'on commence par... j'ai un ordre assez chronologique. Une première question de J'ai vu de Nacera la question: la surcharge de travail répétée est-elle considérée comme du harcèlement moral? Alors pour nous, ça va être difficile de statuer sans information plus précise. Si c'est ciblé uniquement sur une personne et qu'il y a une volonté, une intentionnalité, une intention malveillante et que ça dégrade les conditions de travail, ça peut en effet... peut potentiellement, j'insiste là-dessus, constituer du harcèlement, mais difficile à notre niveau de statuer dessus. Il faut voir si elle est focalisée uniquement sur une personne ou uniquement sur plusieurs salariés. J'ai noté de Vincent aussi: le référent harcèlement dans l'entreprise ne serait concerné que par le volet harcèlement selon notre DRH et est-ce exact? Vincent, est-ce que vous dites le volet harcèlement sexuel peut-être? Parce qu'en effet, oui, les prérogatives obligatoires, c'est sur le volet harcèlement sexuel. Nous, notre recommandation, c'est que le référent harcèlement sexuel puisse avoir ses missions étendues. Ah pardon, non, en effet, j'entends pas le son de Julie. Est-ce que tu m'entends, la Maude? Hop. Je vais me taire alors. Non, mais Maude ne m'entend pas, mais c'est embêtant. Mais Maude, tu semblais être dans les questions. Je ne vais pas te déranger, du coup. Je te propose qu'on continue dans les questions. Maude, est-ce que tu m'entends? Maude ne nous entend pas du tout, j'ai l'impression. Non. Écoute, le temps qu'elle retrouve peut-être le fil du son, est-ce qu'il y avait une question, Lucie, sur à laquelle tu pouvais répondre? Tu commençais à répondre à quelqu'un qui nous parlait du slide 18 exactement. Ça rejoint ce que Maude disait. En fait, Ouais. on nous conseille finalement ce référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, d'étendre son rôle finalement au harcèlement moral. Donc, afin qu'il puisse recueillir les plaintes et un interlocuteur privilégié pour tout ce qui est thématique de harcèlement. Et donc, ça va aussi avec tout ce qui est formation, puisqu'il y avait une question là-dessus également. En effet, vous devez être formé à tout ce qui est thématique conditions de travail. Donc ça, c'est spécifié dans la loi. Hein. Si vous voulez, je mettrai l'article de loi dans le chat. De toute façon, quand on fait des formations SCT, il y a au moins une partie de cette thématique harcèlement moral et rôle du référent qui est traitée.
Après, il y a des formations spécifiques. Toujours est-il que l'employeur doit vous former et vous donner les moyens de prendre ce rôle qui est le vôtre en tant qu'élu. Et donc, pour ça, vous pouvez demander tout à fait des formations spécifiques, notamment sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Mais dans la formation obligatoire de base, c'est un sujet qui est abordé. Ok. Merci Lucie. Il y a une des questions qui me semblait intéressante. Je ne sais pas si Maud, tu nous entends de nouveau. Une question de Michel Grenic qui nous disait, peut-être que Lucie, tu peux reprendre, et si tu peux pas exactement sur cette question, écoute, on donnera les réponses aussi. On vous envoie la présentation dans l'après-midi. S'il y a quelques questions qui nous ont échappé ou auxquelles on n'a pas pu répondre pendant ce temps-là qui nous est donné, on y répondra. Vous nous répondrez au mail et on essaiera d'y répondre, ne vous inquiétez pas. Mais c'est la question donc, de Michel qui nous disait quels sont les moyens d'action des élus lorsqu'un salarié harcelé ne veut pas que son cas soit remonté à la direction. Tu prends, Lucie, la réponse. Je copie l'article de loi, Maud, mais si tu veux répondre à cette question, sinon j'y répondrai. Oui, je vais répondre. Mais en fait, si le salarié ne souhaite pas que sa situation soit remontée à la direction, vos moyens d'action et ses moyens d'action sont extrêmement limités, voire totalement absents. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que la personne souhaite que la situation cesse? On peut se dire que oui. Et pour qu'elle cesse, il y a deux options. C'est soit remonter à la direction pour que ce soit traité, parce qu'il n'y a que elle, finalement, qui peut agir, soit l'autre solution qui n'est pas satisfaisante du tout, c'est de dire je pars. Voilà. Alors après, il faut voir aussi peut-être que certaines personnes qui remontent ces faits-là ne souhaitent pas s'exprimer là-dessus, mais peut-être que c'est une situation qui est vécue aussi à d'autres endroits de l'entreprise, peut-être avec les mêmes personnes potentiellement harceleuses. Donc il faut quand même investiguer quand on vous remonte ce type de fait. Il faut quand même investiguer sur est-ce que c'est une situation qui est vécue par les autres salariés dans l'entreprise. Oui, ça peut être de voir l'angle collectif. Et je vois Karine qui dit un DGI sur le sujet des RPS. Oui, ça peut être aussi si vous avez des indicateurs qui vous permettent de dire qu'il y a d'autres situations de tension et de risques psychosociaux. Pour continuer un peu sur des cas un peu particuliers comme ça, il y a Véronique Prudhomme qui nous posait la question suivante. Comment fait-on quand les collègues savent que s'ils parlent, ils seront licenciés par la suite? Eh bien, j'aurais tendance à dire de les soutenir et de les écouter. Vous, en tant qu'élu, d'alerter la direction là-dessus sur la crainte des représailles qu'il y a et qui empêchent de traiter sereinement ces situations. Et si vous constatez qu'il y a trop de situations qui ne peuvent pas être abordées avec la direction, c'est peut-être aussi de contacter la médecine du travail et l'inspection du travail pour voir comment elles peuvent agir et réagir là-dessus. Pour qu'il y ait des actions qui soient mises en œuvre pour respecter le droit des salariés à bénéficier d'une sécurité et d'une santé au travail. Sachant que l'employeur n'a légalement pas le droit de prendre des mesures de licencier un salarié qui serait victime de harcèlement. Donc, si ce dernier allait au tribunal, voilà, encore une fois, l'employeur pourrait être dans une posture un peu délicate, on va dire. Il y avait une question de Hakim Enadre. Bonjour. Comment faire reconnaître le harcèlement dans une association ou un syndicat? Il dit, j'ai l'impression qu'il y a un vide juridique. Alors, Lucie, je ne sais pas si toi, tu as une réponse là-dessus. Je n'ai pas de réponse spécifique, mais de toute façon, faire reconnaître un harcèlement, comme on le disait au début, le harcèlement ne pourra de toute façon être caractérisé que par les juges, au cas par cas, en fonction des preuves qui lui sont amenées. De toute façon, il n'y a que lui qui est susceptible de se prononcer sur le fait qu'il y a ou non harcèlement moral. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Et puis surtout, même, l'association est quand même, le syndicat est quand même au code du travail. Oui, c'est vraiment différent. Hakim nous dit que non dans le chat, mais peut-être qu'on reviendra sur des cas particuliers, peut-être un peu plus tard. J'avais une question de monsieur Belboab, un peu plus tôt dans la discussion ce matin. Est-ce qu'il faut suivre la procédure de signalement et de résolution des cas de harcèlement propre en entreprise, ou faut-il appliquer celle de l'entreprise en interne par la direction ou une autre initiée par les élus? Alors, désolée, est-ce que tu peux répéter la question? Ouais, elle est compliquée. Est-ce qu'il faut suivre la procédure de signalement et de résolution des cas de harcèlement propre en entreprise, ou faut-il appliquer celle de l'entreprise en interne par la direction ou une autre initiée par les élus? Je suis pas sûre de bien comprendre la question non plus. Comme s'il y avait 2 procédures de signalement différentes. Oui, alors est-ce qu'il y a une référence peut-être entre une procédure qui serait créée en interne pour gérer les situations de suspicion de harcèlement, et puis peut-être la procédure dont je parlais tout à l'heure dans le droit d'alerte? Est-ce que c'est peut-être ça? Je pense que c'est ce sujet-là auquel... peut-être revenir là-dessus. Oui, c'est ça. En fait, c'est deux sujets quelque part qui sont différents. Si il y a une procédure de signalement des faits au sein de l'entreprise, ce qui est à privilégier, c'est l'utilisation de la procédure de remontée d'informations. Mais en parallèle, rien ne vous empêche, vous, en tant qu'élu, de faire un droit d'alerte, soit pour atteinte aux droits des personnes, soit pour danger grave et imminent, si vous identifiez que la situation est trop grave et que quelque part, il y a une mise de côté et un manque de considération de cette situation. L'un n'empêche pas l'autre. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question, je ne sais plus si tu... Oui, tu y as répondu, la question de Nacera, qui vient de nous quitter d'ailleurs, sur la surcharge de travail répétée est-elle considérée comme du harcèlement moral? Tu avais commencé à répondre à cette question tout à l'heure. De mon côté, j'ai un peu fait le tour des questions, en tout cas de celles qu'on nous a posées pendant la conversation, pendant que vous faisiez votre présentation. Et depuis, la conversation s'est lancée même entre les participants. Et c'est super, je vois que vous vous répondez même entre vous de temps en temps, où vous donnez des conseils. Je regarde juste... le fil. Je ne sais pas si toi, Lucie, tu as pu noter peut-être une question à laquelle tu avais envie de répondre. On parle du lanceur d'alerte. On parle des rôles de l'inspection du travail, de la médecine du travail également, là dans le chat, je vois. Bah, c'est vrai que l'inspection du travail et la médecine du travail sont de moins en moins disponibles aussi. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'ils ont moins de disponibilité aussi qu'il faut pas pour autant les impliquer dans le process. Vous aurez rempli votre rôle quelque part, de les alerter et de mettre en place la suite de la procédure. Après, vous n'êtes pas responsable aussi des manques de moyens qui sont présents de leur côté. Hein. Oui, et puis au moins, des fois aussi, ne serait-ce que dire à l'employeur, pour votre parfaite information, nous avons transmis cette alerte, ou nous avons transmis la situation à l'inspection du travail. Ça fait déjà, c'est déjà un axe de pouvoir pour vous et un axe pour faire bouger la direction. Là, dernièrement, j'étais en contact avec des élus qui m'ont dit, en fait, on a réussi à négocier avec l'employeur, avec l'entreprise, de bouger sur certaines choses, parce qu'on l'a un peu menacé justement avec la communication auprès de l'inspection du travail. Elle a pris peur et ça l'a fait réagir, ça l'a fait agir. Et puis dans certains départements,
il y a quand même des inspections du travail qui sont plus disponibles, qui ont les moyens de suivre davantage et qui sont bien présentes. Après, en effet, comme le disait Lucie, il y a un manque de moyens. Il y a à la fois Karine et Xavier qui parlent du lanceur d'alerte. Et la question de Karine est intéressante. Les élus deviennent victimes de harcèlement après avoir tiré la sonnette d'alarme et les instances responsables ne réagissent pas forcément. Impossible de s'y défendre. Enregistrer les situations de harcèlement sans les accords, est-ce acceptable? Si je comprends bien la question, c'est ça. C'est par rapport, il me semble, au fait que le CSE ne la soutient pas sur la démarche. Encore une fois, à titre individuel, si vous avez été informé directement par le salarié, il faut prévenir la direction pour lancer une enquête. C'est en tout cas un des moyens qui est à votre disposition, et contacter en parallèle. Il y a des inspections du travail et des médecines du travail, alors plutôt des inspections du travail, qui sont quand même réactives sur ces sujets-là. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Maintenant, sur qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, malheureusement, si le CSE n'est pas uni, déjà, ça limite un petit peu les moyens d'action, quoi. Après, quand il y a, dans le cadre d'une enquête paritaire direction élue, en général, l'ensemble du CSE ne participe pas à l'enquête. Hein. C'est quelque chose qui est... il y a un ou plusieurs membres du CSE, mais c'est jamais tout le CSE qui participe à l'enquête paritaire avec la direction. Je me permets d'associer, disait, je ne sais pas si la question avait été traitée quand j'ai eu un problème de son. Quelle procédure conseillez-vous lorsque le harceleur ou la harceleuse est le représentant de l'employeur? C'est que cette personne-là ne participe pas à l'enquête, tout simplement, si c'est le harceleur ou la harceleuse présumée, puisque cette personne-là doit être ciblée dans le cadre de la procédure. Ça ne peut pas être elle qui y participe. Après, ça rend d'autant plus délicat la mise en place de l'enquête, mais vraiment, cette personne-là ne doit être mise de côté dans le cadre de l'enquête. Si l'enquête n'est pas menée avec les élus, est-elle contestable? Alors, si c'est une enquête, si c'est un droit d'alerte, elle doit être obligatoirement menée avec les élus. Donc oui, elle est contestable si l'employeur fait son enquête uniquement de son côté, dans le cadre d'un droit d'alerte. Merci Maude. J'avais une question du côté des questions de Madame Bronduel. Ça va nous permettre de nous approcher doucement de la fin de ce webinaire. Est-ce qu'un délégué syndical peut s'appuyer sur un expert? Bien sûr, mais ça dépend dans quel cadre. Si c'est juste un délégué syndical, ça dépend ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est en tant qu'organisation syndicale ou en tant qu'individuellement délégué syndical? Nous, un expert, il peut agir en aide, en soutien d'une organisation syndicale, mais uniquement pour une personne, je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Bon, c'est un sujet où il y aura encore pas mal de questions. Avant de vous laisser peut-être le mot de la fin, Lucie, Maude, déjà, je tiens à remercier tout le monde là pour ce webinaire et votre grande participation dans le chat et tout ça. Nos excuses là pour le petit couac du début et tout ça, on a eu des petits problèmes de son aujourd'hui. Vous dire que là, c'était le dernier webinaire avant la saison... avant l'été. On vous retrouve à la rentrée, nous, avec différents sujets sur l'égalité pro, les NAO, les prérogatives environnementales et encore d'autres sujets dont vous serez au courant par nos mailings et sur les réseaux sociaux également. Merci Maud, merci Lucie pour votre présentation, vos réponses et tout ça. Et je vous laisse toutes les deux le mot de la fin. À très bientôt tout le monde.
Eh bien, merci beaucoup pour vos questions et puis pour l'intérêt que vous avez manifesté pour ce sujet. C'est toujours de vous rencontrer, même si c'est à distance et à travers un écran et des questions posées par chat. Oui, moi je voulais juste rajouter que si vous avez des questions encore, parce qu'on n'a pas pu répondre à tout, n'hésitez pas à nous recontacter pour des situations particulières. On essaiera d'y répondre au mieux. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.